Bienvenue Sylvie Dubreuil au microphone. Sa musique est souvent décrite comme ayant beaucoup de profondeur, de maturité et de vécu. Avec des racines classiques traditionnelles, des influences et une sensibilité européenne, les compositions de Laurent Ekhem, souvent comparées à celles de Georges Delerue ou Jerry Goldsmith, sont tour à tour mélodieuses, puissantes et chargées d'émotions. Natif de Bordeaux et installé aujourd'hui à Los Angeles, Laurent Ekhem a récemment travaillé sur Nostalgia de Mark Pellington, pour lequel il a reçu le prix du public en 2018, et sur le documentaire 1918-1939, Les rêves brisés de l'entre-deux-guerres de Frédéric Goupil et Jan Peter, qui lui a valu le prix UCMF 2019 de la musique de films documentaires. De la Gironde à Los Angeles, en passant par le Québec, Laurent Ekhem s'est trouvé un pays, celui de la musique. Bonne écoute. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvie. Le 26 avril 2019 avait lieu la soirée de remise des prix de l'Union des compositeurs de musique du film à Paris. Et tu as été récompensé pour la musique de la série documentaire 1918-1939, Les rêves brisés de l'entre-deux-guerres. Et aussi, ce fut d'autant plus particulier pour toi, puisque Vladimir Cosma était présent. Vladimir Cosma t'a donné l'élan de devenir compositeur dès ce que tu es aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, à l'âge de 11 ans, quand j'ai décidé d'être compositeur de musique de film, ça s'est fait après être allé voir, je me souviens des films comme le film de La Chèvre, la musique a été composée par Vladimir Cosma. Et en fait, je revenais chez moi à la maison et j'étais capable de jouer par cœur les différents thèmes des différents films à l'oreille comme ça, et c'est ce qui m'a donné l'envie vraiment de faire ça, d'avoir la musique, de voir le rôle de la musique comme un troisième personnage qui peut apporter tellement de couleurs à un film. Et Vladimir Cosma, c'est le compositeur qui a fait les films de Louis de Funès, Rabbi Jacob, qui a fait tous les grands films comme La Chèvre, Le Placard. C'est une personne qui est très influente dans l'histoire du cinéma français, et j'ai eu la chance qu'en fait, lorsque j'ai reçu ce prix de mes pairs le mois dernier, en fait, Vladimir Cosma était président de l'association et m'a remis ce prix-là. Donc c'était un double prix pour moi. C'était l'honneur finalement de rencontrer la personne qui fut à l'origine de ce qu'est ma vie, ma carrière aujourd'hui, et puis en plus de recevoir le prix de mes pairs et qui m'est donné par cette personne-là, c'était magique. Quelle est la spécificité de composer pour un documentaire ? C'est-à-dire, l'avantage, ce que j'apprécie beaucoup pour le documentaire, c'est que, en fait, un petit peu comme pour un film, la musique a de l'espace pour être un troisième personnage, pour amener les personnes, le public dans cette fois-ci, c'était une longue période, en fait, au travers de l'entre-deux-guerres qui ont traversé l'apparition du jazz en Europe, jusqu'en fait aux marches militaires, avec la montée du fascisme et du nazisme. Donc la musique avait un rôle prépondérant dans la série. D'ailleurs, j'ai travaillé sur la série pendant 1 an et demi, et j'avais composé 50% de la musique avant même que la série ne soit tournée. Donc pour vraiment donner la couleur à la série, et influencer également les monteurs. Est-ce que c'est habituellement la façon dont tu travailles, de composer la musique avant que le film soit tourné ? En règle générale, pour les films indépendants, on a des délais très serrés qui se font une fois que le montage final est réalisé. Mais j'ai très souvent, parce que je fais beaucoup de drames et beaucoup de mélodies, j'ai très souvent à l'avance composé à partir du script le thème du film ou certaines séquences. Donc quand j'avais fait des films comme Copperhead sur la guerre civile, la guerre de sécession américaine, j'avais composé des grands thèmes bien à l'avance pour mettre un petit peu les acteurs dans la vision du film. Et également, par exemple, le film USS Indianapolis, il y avait une longue scène de 6-7 minutes où le réalisateur voulait tourner des images au ralenti avec tous les marins dans l'eau. Et j'avais composé cette musique-là à l'avance, et par exemple, ils l'ont mis en plein milieu de l'océan sur la barge où ils tournaient. Ils ont mis des gros parleurs et ils ont mis la musique forte pendant tout le temps où ils tournaient pour mettre les acteurs vraiment dans l'atmosphère. Donc je fais régulièrement ça, écrire, mais en règle générale ce sont des thèmes principaux. Quel fut l'élément déclencheur
pour toi, Laurent, d'être compositeur de films et puis je vais rajouter orchestral, hein, puisque principalement tu travailles avec des orchestres en fait. Pour moi, c'est tout simplement une partie de qui je suis. J'ai toujours grandi autour de la musique. Mon père était clarinettiste à l'orchestre de Bordeaux. J'ai fait mes études classiques, mais la musique pour moi est une part entière. Pour moi, c'est un langage universel. J'écoute constamment de la musique. Je vis dans la musique et je suis quelqu'un de très visuel. J'adore le cinéma. Alors, je pense que c'était un mariage logique pour moi dans ma vie que de pouvoir en fait allier la musique à mon deuxième plaisir qui est le cinéma. Si je pouvais passer mes journées dans les salles de cinéma constamment, je le ferais. Donc, je pense que c'est comme ça tranquillement que c'est fait. Ce mariage-là, en fait, entre la musique et le cinéma, et puis mon background classique fait en sorte que c'est quelque chose qui est naturel pour moi de composer pour les orchestres symphoniques et de diriger en tant que chef d'orchestre également mes enregistrements et des performances. Qu'est-ce que c'est pour toi la musique de film aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'est la musique de film pour moi et ce qu'est la musique de film aujourd'hui. Alors, c'est deux choses différentes. Je suis plus du côté de ceux qui aiment que la musique ait une place, donc qu'elle soit pas constamment en background de tout film, mais qu'elle apporte des thèmes, qu'elle soit un troisième personnage. Je suis de cette école-là et c'est ce que je préfère dans les films. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire encore beaucoup de films d'auteur ou de films comme le film Nostalgia l'année dernière pour lequel j'ai gagné le World Soundtrack Award qui est vraiment plus dans le style film d'auteur où la musique elle est là à certains moments, mais elle a une raison d'être. Alors aujourd'hui, c'est pas toujours évident parce que beaucoup de films sont faits à l'américaine où la musique doit être présente presque 98% du temps au travers d'un film. Et donc la musique a un autre rôle qui est plus, elle devient un effet, comme un effet sonore, etc. Donc c'est un petit peu ma vision de la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vis à Los Angeles. Pourquoi ce choix de ne pas être resté en France ? En France, quand j'avais 11 ans, j'ai décidé que je voulais être compositeur de musique de film, mais je savais que ma place n'était pas en France. Ce que je voulais faire, c'était plus à une autre échelle et je voulais absolument vivre aux États-Unis. Donc ça a toujours été pour moi un but. Et puis quand j'étais à Montréal, j'ai toujours eu des petites confirmations. Je me souviendrai toujours, mon copain Denis Villeneuve, on était, le réalisateur québécois, on était au restaurant et puis on devait travailler sur un projet ensemble. Et Denis me disait, Laurent, il faut absolument que tu partes à Los Angeles, il faut absolument que tu partes aux États-Unis pour ce que tu veux faire. Il n'y a pas la place ici non plus au Canada. Donc, toutes les personnes que j'ai sur mon chemin m'ont toujours également amené tranquillement à Los Angeles. Et donc c'était quelque chose que j'avais prévu, que je voulais faire et puis qui tout simplement s'est réalisé. Justement, tu viens d'évoquer Montréal. Tu as vécu effectivement au Québec quelque temps. Et tu as composé le film Maman est chez le coiffeur de Léa Poul. Parle-nous de cette expérience. C'était une expérience pour moi qui restera toujours gravée dans ma mémoire. Parce que Léa est une personne que j'apprécie beaucoup. On est encore en contact, on se parle régulièrement. On espère pouvoir retravailler ensemble dès que possible, tous les deux. Mais surtout, c'était mon premier film, en fait. Après, j'avais arrêté pendant quelques années la musique pour faire de l'humanitaire, pour travailler. J'avais été directeur des communications pour la Croix-Rouge, notamment au Québec, pour World Vision International. J'ai voyagé un petit peu aux quatre coins de la planète. Et puis après le décès de ma petite sœur et de mon père, et mon accident, j'ai décidé de revenir d'une manière définitive à la musique. Et Léa était en fait mon premier film a été celui de Léa, et puis ce fut une expérience merveilleuse parce que j'ai obtenu ce qu'on appelle le Triple Crown. J'ai eu une nomination au Jutra, au Génie, à la Disque pour cette musique-là. Donc c'était à la fois c'était le départ de ma carrière et puis départ un petit peu comme une sorte de bouquet final déjà sur le plan du succès qu'a eu la trame sonore et puis le film. Et donc c'est pour moi ce film-là, il a une place toute particulière dans mon cœur et aussi bien que Léa. Laurent, si tu étais un film, quel serait-il et pourquoi ? Oh là, tu me surprends avec ça. Alors si j'étais un film, si j'étais un film,
Je serais peut-être, et c'est peut-être lié à ma vie, mais je serais le film avec Robin Williams, What Dreams May Come. Ce film-là raconte l'histoire d'un homme qui perd ses enfants, qui perd sa femme, et qui passe, non, qui perd pas sa femme, pardon, mais qui meurt, c'est un docteur, il meurt dans un accident, et il passe, en fait, il se retrouve dans ce qu'on assimilerait au paradis, et puis il revoit sa vie, il voit l'impact des choses sur sa vie, et puis essaie d'avoir un impact sur la vie de sa femme qui trouve ça très dur d'avoir perdu son mari et ses enfants et qui deal avec la notion de commettre le suicide. Et alors ça a l'air comme ça hyper lourd quand je dis ça, de penser que je suis quelqu'un de déprimant ou de déprimé. Pas du tout, mais c'est parce que pour moi, ça apporte les deux choses. Ça apporte, ce film-là, c'est la réalité de la vie, tout ce qui nous arrive dans la vie. Et puis ça montre également au travers de la brillance de Robbie Williams, ça montre en fait les beaux moments aussi de la vie, les choses positives, et comment est-ce qu'on est capable au travers de ce que l'on passe dans la vie de changer des choses petit à petit, de devenir une meilleure personne, et puis d'apprécier la vie pour ce qu'elle nous apporte quand même également. Donc tout simplement parce que c'est l'histoire aussi je pense, de ma vie en tant qu'homme, en tant que compositeur, et puis c'est un film que j'apprécie énormément. Si tu étais une musique, ça serait laquelle et pourquoi? Alors ça c'est vachement difficile parce que j'ai beaucoup de musique que j'adore. Alors une en particulier, je ne sais pas. Je serais certainement autant une valse par exemple de Strauss pour la beauté, pour la gaieté, pour ce côté magique, et qui me également qui me lie à mon papa, parce que c'était quelque chose, c'était une des musiques qu'il adorait et qui m'a fait partager, ou autant peut-être certaines symphonies de Mahler où on a beaucoup de profondeur, d'émotion, de douleur cachée et de mélodie. Mais je suis quelqu'un ça serait, quelle que soit la musique, il faut qu'elle ait une mélodie. Si elle n'a pas de mélodie, elle ne m'intéresse pas. La mélodie, pour toi, te fait vibrer et nous fait vibrer aussi. Pour moi, ma musique, c'est marrant, dans le film Nostalgia de Mark Billington, c'est un film, un drame qui est assez dur. Ça parle de ce que l'on laisse après nous lorsque l'on part, lorsque l'on meurt, autant personnes âgées que de jeunes adolescents. Et il y a une pièce qui était une pièce favorite, mais également dans le titre, tout simplement parce que ce sont quelques mots qu'un acteur prononce à ce moment-là pour résumer, en fait. Résumer autant la musique, autant une situation, autant ce qui se passe, et le titre c'est Lives Lived, les vies vécues. Et je pense que si j'avais un mot pour résumer peut-être comment les gens perçoivent mes musiques, quelles qu'elles soient, que ce soit une comédie ou que ce soit un drame, les gens vont ressentir quelque chose par rapport à eux, par rapport à leur vie, par rapport à ma vie à moi, et je pense que c'est le plus bel objectif que je puisse essayer de mettre sur mes musiques, c'est d'avoir cette notion de vie vécue, que quand les gens l'écoutent, la musique a un sens pour eux, peu importe leur histoire. Tu as composé pour beaucoup de réalisateurs de films. Avec quel réalisateur t'aimerais composer aujourd'hui? D'une part, il y a bien entendu Léa Poul est quelqu'un avec qui il me tarde de refaire quelque chose, parce que également Ron Maxwell avec qui j'ai fait Copperhead, et la troisième personne est une personne avec qui j'ai un projet de film ensemble. Il nous tarde de travailler ensemble, c'est un désir mutuel. C'est Roland Joffé qui a fait le film Mission avec Ennio Morricone, qui fut son plus grand succès, et Killing Fields également. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est ces trois réalisateurs qui sont pour moi des personnes très importantes dans ma référence audiovisuelle, mais également en tant qu'être humain. Ce sont des gens qui sont de purs artistes. Quand on a la chance de travailler avec eux, ce sont des gens qui vous font venir sur leur film et qui vous considèrent comme un artiste aussi, qui amène quelque chose à leur film. Moi, je me souviendrai toujours, mon premier film avec Léa Poul, quand on a fait Maman chez le coiffeur, c'était à la dernière minute, Léa partait en Europe, et elle m'a dit, écoute, voilà, j'adore ce que tu fais, c'est mon film, et maintenant, ça devient
ton film, surprends-moi, amène ta touche. Et c'était pareil pour Ron Maxwell, pour Gettysburg. Ron m'a dit, Laurent, ta carte blanche, amène-moi dans ton monde et ce que serait le monde. La série 14, 1918-39, c'est exactement la même chose. Le réalisateur m'a dit, Laurent, je voudrais savoir à quoi ressemblerait la musique dans ce temps-là, si elle te rencontrait Laurent Ekem aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que serait ce monde entre le monde d'autrefois et le monde actuel qui est le tien. Et donc, travailler avec de grands artistes comme ça, qui ne sont pas des gens qui vont vouloir faire la micro-gestion. Il y a beaucoup de réalisateurs qui n'ont pas ce sens ou ce respect de l'artiste et qui pensent qu'ils savent mieux que personne ce que devrait être la musique, à quel endroit, à quel moment le titre sorte. Et donc, ce ne sont pas des gens avec qui il est facile de s'exprimer en tant qu'artiste. Mais travailler avec des réalisateurs comme Léa, comme Ron ou comme Roland, pour moi, ça fait partie des plus grands cadeaux de la vie. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui ? Important pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre ma vie au sens qui est important pour moi, c'est-à-dire de pouvoir écrire de la musique sur des projets qui me tiennent à cœur, qui ont un sens, des films qui vont raconter quelque chose, qui vont avoir une vie, une signification pour beaucoup de personnes, et puis tout en étant capable d'être un mari, un père, et puis de pouvoir transmettre émotionnellement les mêmes valeurs à mes enfants, à ma famille, que celles que j'essaie de faire passer au travers de ma musique. Je ne veux pas être un super compositeur et un piètre père de famille. J'essaie de balancer et puis d'avoir, à la fin de ma vie, si j'ai passé énormément de temps avec mes enfants, si j'ai peut-être fait un petit peu moins de films que certains de mes collègues, mais ceux que j'ai fait ont du sens pour moi, et puis cela m'a permis d'être un bon mari, un bon père. Je pense que j'aurais donné un sens à ma vie. Quel message as-tu envie de donner, faire passer à tes enfants ? À mes enfants, que je dirais pas que tout est possible à la manière américaine de voir les choses, où on leurre aussi les enfants en leur disant que tout le monde peut faire absolument tout. Je ne crois pas à ça, mais je pense que ce que je veux apprendre à mes enfants, et c'est ce que l'on fait avec mon épouse, c'est que on essaie de faire découvrir à nos enfants quelles sont leurs passions, quelles sont leurs forces depuis tout jeune, peu importe le type de carrière. Une jeune génération aujourd'hui, les milléniums, qui veulent faire beaucoup d'argent, et l'argent ou d'être connu ou reconnu est le critère particulier, mais je ne crois pas à la réussite ni au bonheur dans ce contexte-là. Pour moi, j'ai toujours dit que quelqu'un dont le père ou le grand-père était cordonnier, par exemple, ou travaillait le cuir, qui a appris ça, qui a l'amour de travailler le cuir, si c'est ce qu'il veut être, et s'il veut être cordonnier, j'encouragerais mon enfant à faire ça. Quand tu es heureux, que tu réalises ta passion et que tu vis de ton don, je pense que tu es déjà énormément chanceux dans la vie, et puis je pense que tu as déjà beaucoup, et l'aspect financier, il arrive plus tard. Pour moi, c'est le plus important. Laurent, si tu croisais le petit garçon de 10 ans que tu étais, que lui dirais-tu aujourd'hui ? Je pense que je lui dirais toujours de continuer ses rêves, de poursuivre en se disant ça marchera, et puis oui, c'est vrai, c'est possible. Je pense qu'il y aurait plus de choses que je ne dirais pas que de choses que je dirais. Laurent, merci beaucoup pour ta musique qui nous apporte émotion et joie aussi. Merci beaucoup, Sylvie. Vous désirez suivre l'actualité de Laurent ? Je vous invite à aller sur son site laurentekeim.com. C'était Sylvie Dubreuil au microphone. À bientôt.